bonsoir à tous. Merci d'être venus aussi nombreux ce soir. Alors encore une fois, à l'Agora des Savoirs, cette régularité et fidélité est impressionnante semaine après semaine. Je suis très heureux, Stéphane Beau, Gérard Noiriel, de vous accueillir aujourd'hui à l'Agora des Savoirs et de remplacer alors au pied levé le jeune doctorant qui aurait dû vous présenter, que je vous prie d'excuser puisqu'il est cloué, en tout cas retenu chez lui par le Covid. C'est de cette saison et d'époque malheureusement. Autour donc d'un livre qui est sorti il y a maintenant un peu plus d'un an, 1 an et demi, Race et sciences sociales, que vous avez écrit tous les deux, et c'est sur les usages publics d'une catégorie. C'est aux éditions Agone dans la collection Épreuves sociales, et vous le trouvez à l'entrée sur la table de la librairie La Cavale, qui est notre partenaire ce soir. Vous allez tous les deux, dans quelques secondes, minutes, présenter ce livre. Moi, je vais simplement ouvrir en vous présentant tous deux très brièvement et en rappelant de manière extrêmement sommaire, évidemment, votre parcours. En commençant par vous, Gérard Noiriel, vous êtes historien, directeur d'études à l'EHESS et un des pionniers, ou le pionnier de l'histoire de l'immigration en France. Évidemment aussi un des historiens majeurs de l'histoire de la classe ouvrière. On se rappelle, j'imagine qu'on est un certain nombre à avoir cela en tête, qu'en 2007, vous aviez démissionné du Conseil scientifique de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration, car vous protestiez à l'époque contre la création par le président de la République de l'époque, Nicolas Sarkozy, d'un ministère qui associait les questions de l'immigration et celles de l'identité nationale. Vous aviez cofondé alors le comité de vigilance face aux usages publics de l'histoire. Ça, c'était en 2006, me semble-t-il. Quelques jalons bibliographiques pour ne pas être trop long, peut-être en commençant par le Creuset français, histoire de l'immigration en France, au Seuil. C'était en 1988. Et puis ensuite, on peut peut-être citer État, nation et immigration vers une histoire du pouvoir. Ça, c'était chez Belin. Le très célèbre À quoi sert l'identité nationale chez Agone en 2007. Comme on est à Montpellier, non loin d'Aigues-Mortes, on va rappeler le massacre des Italiens, 17 août 1893, ça c'était chez Fayard. Et puis plus récemment, peut-être 2 titres, Votre histoire populaire de la France chez Agone en 2018 et Le venin dans la plume, Édouard Drummond, Éric Zemmour et La part sombre de la République, ça c'était à la Découverte en 2019. Quant à vous, Stéphane Beau, vous êtes sociologue et votre travail que vous menez depuis une trentaine d'années ou plus de 30 ans, qui fait d'enquête de terrain, enquête ethnographique, s'attache à étudier les transformations des milieux populaires dans la France contemporaine et notamment des classes populaires immigrées. Et on se souvient que cela passait par l'étude de l'usine, de l'école et puis du football aussi, et du milieu du football dont il sera question ce soir, puisque cette question occupe une place importante dans ce dernier livre. Vous êtes professeur actuellement à Sciences Po Lille, si mes fiches sont à jour, vous enseignez la sociologie politique. Et puis là encore, pour rappeler quelques jalons bibliographiques, on va peut-être commencer par votre livre écrit avec Maurice Pialou, Retour sur la condition ouvrière, enquête aux usines Peugeot de Sochaux-Montbéliard. C'était en 99 chez Fayard. Il y a un livre qui m'avait moi beaucoup marqué et touché, c'était Pays de malheur. Un jeune de cité écrit un sociologue, cette correspondance que vous aviez eue à l'initiative d'ailleurs de ce jeune qui était Younes Amrani. Et c'était à la Découverte en 2004. Et puis alors plus récemment, comme on a parlé football, il y a eu Affreux, riche et méchant, un autre regard sur les Bleus à la Découverte. Et un livre que vous aviez évoqué déjà à l'Agora des Savoirs, c'était en 2020, me semble-t-il, La France des Belloumi, portrait de famille 1977-2017, qui était paru à la Découverte. Donc ce soir, Race et sciences sociales, ce livre qui a beaucoup fait parler avant sa parution, à sa parution. Aujourd'hui, j'ai l'impression que le débat s'est apaisé et qu'il se poursuit sur des bases peut-être plus scientifiques. Et puis on verra sans doute avec la salle que la conversation sera sans doute très nourrie. C'est un livre dans lequel vous interrogez, on va peut-être pas dire l'omniprésence, mais en tout cas l'essor de la présence de la question raciale dans l'espace public, sur la place publique, et puis dans les médias, sur les chaînes d'infos, chez les éditorialistes, commentateurs, mais également, et c'est peut-être ce qui vous
intéresse le plus à l'université, dans le champ même de la recherche, dans les colloques, les revues spécialisées, cette question raciale qui en vient à remplacer ou en tout cas à affaiblir la présence de la question sociale. Et c'est, je pense, un regret que vous partagez, dont vous allez nous parler, et qui pose plus profondément la question de l'autonomie du chercheur en sciences sociales et sa plus ou moins grande capacité à résister aux diktats de l'agenda médiatique, politique et sociétal. Voilà, je ne vais pas en faire trop long puisque vous allez nous exposer cela. Il va y avoir 2 interventions successives et puis après je remonterai, on lancera la conversation avec la salle puisque Gérard Noiriel et Stéphane Beau, que je remercie encore, ont très envie de discuter avec vous. Je vous souhaite une très bonne soirée. Donc, je suis très heureux de revenir à Montpellier pour vous présenter ce travail que nous avons fait tous les deux avec Stéphane. Donc, je commencerai parce que vous savez, traditionnellement, c'est l'historien qui commence. Donc, je vous parlerai un petit peu de la partie de ce que j'ai écrit dans le livre. On a écrit chacun une partie, puis il y a les chapitres intermédiaires qu'on a fait tous les deux. Donc, Stéphane et moi, on se connaît depuis très longtemps. Ça fait plusieurs dizaines d'années qu'on travaille ensemble dans les mêmes centres de recherche, autour des mêmes préoccupations, autour aussi d'une même conception de la recherche. On y reviendra peut-être tout à l'heure. On a écrit, le premier article qu'on a écrit ensemble, ça s'appelait « L'immigration dans le football ». Voilà. Moi, j'ai pas persévéré trop dans cette voie-là, mais Stéphane va vous en parler tout à l'heure. Enfin, voilà. Donc, pour nous, je dirais que cet ouvrage... race et sciences sociales, on s'est senti un petit peu dans l'obligation de l'écrire parce que ce sont des questions sur lesquelles on travaille depuis très longtemps, plusieurs dizaines d'années, et on a vu progressivement une évolution qui nous a semblé négative dans l'approche de ces questions. À la fois, au niveau de la recherche, on y reviendra un petit peu, mais on ne veut pas se lancer dans des choses trop compliquées, mais c'est réel. Et puis aussi dans le débat public. Or, Stéphane et moi, enfin, on parlera aussi tout à l'heure certainement, nous sommes des chercheurs, comme on dirait aussi des chercheurs engagés. C'est-à-dire qu'on pense que les recherches qu'on fait doivent avoir une utilité civique. Elles doivent, comme disait Marc Bloch, aider les gens à mieux vivre. Donc c'est cette dimension-là qui est présente. Mais dans le même temps, on défend l'autonomie de la recherche. On ne peut pas confondre le journalisme, la politique et la recherche en sciences sociales. Sinon, à quoi bon nous payer ? Pourquoi nous sommes, nous, payés avec l'argent des citoyens si c'est pour aller raconter la même chose que ce que disent les journalistes ? Or, sur ces questions-là, moi, j'ai vu l'évolution. Je dirais un certain nombre de choses que je raconte dans le livre. En fait, je les ai écrites il y a 15 ans ou 20 ans. Et à l'époque, ça n'avait suscité aucune forme de polémique. Alors qu'aujourd'hui, ce livre-là a suscité une énorme polémique. On voit donc qu'il y a une évolution et c'est ça qui nous a, je dirais, motivés pour essayer de faire un bilan, faire le point et ouvrir donc un débat sur la manière dont on pouvait envisager ces questions-là dans la France d'aujourd'hui. Ce qui est important aussi, c'est le sous-titre du livre. Le sous-titre du livre, c'est Essai sur les usages publics d'une catégorie. Donc, c'est le problème de ce qu'on appelle la construction des catégories avec lesquelles on va définir les gens. Ça touche donc une dimension qui est identitaire. On pourrait dire comment les individus sont définis, à partir de quels critères, quels sont les critères qu'on retient, quels sont ceux qu'on ne retient pas, etc. Et en même temps, ce sous-titre avait pour but de souligner le caractère modeste de notre entreprise. On n'était pas là pour faire une somme de plusieurs volumes sur tout ce qui a pu s'écrire sur la question de la race. C'était simplement donc pointer ce problème des usages publics de ces catégories qu'on appelle la race. Donc, évidemment, ce livre venait, on ne l'a peut-être pas dit assez dans le cœur de l'ouvrage. Quand on écrit, on suppose toujours que les gens connaissent ce qu'on a fait avant. C'est une lourde erreur, c'est une forme de narcissisme
dont on est souvent puni d'ailleurs. Hein. Alors évidemment, il y a un certain nombre de gens qui ne connaissent pas nos bibliographies respectives et qui ont cru qu'on débarquait là-dedans, vous voyez, comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, alors qu'en fait, ça venait à la suite de toute une série de recherches, puisque Stéphane et moi, je dirais d'emblée, nos investissements dans la recherche ont été tournés autour de ces questions de discrimination, de rejet, d'intégration aussi. Quand on travaille sur l'immigration, forcément, on est exposé à cela. Le livre que j'ai fait donc, sur le massacre des Italiens à Aigues-Mortes en 1893, il est centré directement sur, on pourrait dire, une question raciale, puisque le mot race était utilisé parfois pour désigner les Italiens à cette époque-là. Donc il y avait là toutes ces questions. Pour ma part, je les ai creusées notamment dans un livre qui n'a pas été cité tout à l'heure, mais qui est sur une biographie du clown Chocolat. J'ai redécouvert ce personnage qui était complètement ignoré. J'ai travaillé 6 ans sur l'histoire de ce personnage pour restituer donc son histoire dans sa complexité à partir de tous les paramètres, puisque c'est un esclave afro-cubain qui est arrivé en France, donc il n'avait même pas de nom, qu'on a surnommé à partir de sa couleur de peau, et qui en même temps, à partir de là, a réussi à faire une carrière extraordinaire, puisqu'il a inventé un personnage qui est le personnage de l'Auguste, du clown Auguste. Donc, c'est le premier artiste noir qui a connu la popularité en France. Donc, ces questions, vous voyez, je les avais abordées par différents aspects auparavant. Et ce qui me gênait, c'est justement de voir que de plus en plus, on avait des polémiques publiques. Toutes les semaines, aujourd'hui, on a des polémiques autour de ces questions sur la race, le racisme anti-blanc. Stéphane en parlera tout à l'heure, mais dans le football, des sortes de querelles autour de mots, etc. etc. Et il nous a semblé important de rappeler un petit peu ce que c'est que la recherche en sciences sociales, de montrer la différence entre le fait d'expliquer les choses, de les comprendre par rapport à ceux qui les jugent. Et ça, en tant qu'historien, j'ai été souvent confronté à ça. Vous savez, l'historien qui pour moi est le modèle absolu enfin, de tout mon travail, c'est l'historien Marc Bloch, qui a été assassiné par les nazis, et qui disait, et qui se battait constamment contre ce qu'il appelait la manie du jugement. Un historien, il n'est pas là pour juger, il est là pour comprendre. Même chose, je pense, pour l'ensemble des sciences sociales. Donc, voilà, ça a été un petit peu les intentions de départ. Et donc, voilà, on s'est un petit peu partagé le travail en fonction de ce qu'on avait fait l'un et l'autre auparavant. Donc, les premiers chapitres, qui sont des chapitres plutôt historiques, voilà, c'est moi qui les ai rédigés, où j'ai montré, en gros, c'est la genèse du terme race, quand est-ce qu'il était apparu dans l'histoire, c'est au XVIIe siècle, enfin dans son sens moderne, et comment au XVIIIe et surtout au XIXe siècle, on voit déjà des luttes dans la définition légitime du mot race entre différentes composantes, je ne vais pas entrer dans les détails, mais du monde intellectuel. Ensuite, on voit émerger le mot racisme, qui est assez récent dans la langue française, puisque les premières occurrences apparaissent à l'époque de l'affaire Dreyfus, hein, mais c'est seulement dans les années 20, 30, dans l'entre-deux-guerres, que le mot racisme commence à se diffuser. Et au départ, le mot racisme, il sert à critiquer Hitler. Hein. C'est vraiment un terme qui est presque toujours utilisé pour dénoncer la barbarie hitlérienne. Et il y a une mise en équivalence entre racisme et antisémitisme. Et c'est seulement à partir des années 30 et surtout après la Seconde Guerre mondiale qu'il va y avoir un élargissement du mot racisme par rapport à la question coloniale et décoloniale. Donc voilà, donc il y a toute une série de choses là-dessus qui m'ont amené à montrer qu'il y avait un enjeu très important, pour venir à des choses plus actuelles, c'était la loi de 1972, donc, qui réprime, pour la première fois, on a une véritable loi qui réprime les actes et les propos racistes. Et ce qui m'a frappé, c'est que cette loi a été votée à l'unanimité des députés français et que c'est une loi qui a été proposée à l'initiative d'un député de droite. Il y a donc à ce moment-là un changement qui se produit en France, c'est-à-dire qu'il y a un consensus, sauf peut-être à l'extrême droite, quelques groupuscules, etc., mais globalement, dans le champ républicain, il y a un consensus pour critiquer le racisme. Tout le monde est contre le racisme, et donc les enjeux ne sont plus à ce niveau-là. Ils sont dans l'interprétation et dans la définition de ce qu'on va appeler
le racisme. Et c'est autour de ça que tournent, je pense, aujourd'hui des enjeux. Et moi-même, qui suis militant, je dirais, antiraciste depuis que je suis étudiant, je souhaiterais qu'on fasse un bilan, que les associations antiracistes fassent un bilan pour savoir si les outils et les formes d'engagement que nous avons aujourd'hui sont vraiment adaptés au contexte dans lequel on vit. Et c'était aussi une autre dimension de cet ouvrage. Donc voilà. Ensuite, donc, on arrive à des choses plus contemporaines, c'est-à-dire ce qui m'apparaît comme un tournant à partir des années 1980, c'est-à-dire en gros quand la gauche a gagné les élections de 81, quand Mitterrand, donc, en mai 81, donc, est devenu président de la République. Ensuite, on a eu donc, la gauche qui aussi a gagné les élections législatives, etc. Et donc une expérience de gauche qui, à l'époque, ceux qui s'en souviennent, était quand même un événement tout à fait exceptionnel, vu qu'il y avait longtemps que la gauche n'avait pas été au pouvoir. Et on a vu à ce moment-là une redéfinition, je dirais, du combat politique, avec donc une droite qui s'est beaucoup focalisée sur les questions identitaires. On reviendra peut-être tout à l'heure sur la définition de ce mot, en se focalisant sur la deuxième génération, comme on dit. Ça, pour moi, qui avait travaillé sur l'histoire de l'immigration, c'était quelque chose de nouveau. Parce qu'auparavant, il y avait déjà des formes de xénophobie, de racisme, etc., qui visaient les immigrants, mais c'était toujours sur les premières générations. Et là, on voit un déplacement du champ vers les enfants. C'est ce fameux terme de deuxième génération, focalisé sur les banlieues et de plus en plus focalisé aussi sur la religion, sur l'islam, sur la religion musulmane. Et ça va être alimenté évidemment aussi par les crimes terroristes commis par donc, ces assassins là, qui vont continuellement évidemment alimenter aussi le débat public dans les médias aussi qui ont toujours tendance à chercher le scoop, à dramatiser les choses, etc. Donc ça va alimenter comme ça. Et ce qui est frappant pour les gens de ma génération, c'est de voir que depuis les années 80, il y a une sorte de répétition comme ça, toujours des mêmes thématiques, etc., sur l'intégration, sur le débat qui focalise sur un certain nombre de gens. Et on voit bien l'occultation progressive de la dimension sociale. C'est-à-dire que, évidemment, nous, quand on a commencé, le terme qui était, je dirais, quasiment unanime, c'était travailleur immigré. On a vu progressivement le terme travailleur disparaître. C'est vrai que vous avez écrit aussi ce livre sur le retour de la classe ouvrière. Enfin, il y avait cette dimension sociale qui nous préoccupait beaucoup. Mais je précise quand même qu'on a, contrairement à certaines critiques qui nous ont été faites, notre but, ce n'est pas de dire il n'y a que le social qui compte, le reste ne compte pas, etc. Ça n'a pas de sens pour un chercheur en sciences sociales, puisque notre travail, c'est de tenir compte de tous les critères qui rentrent en ligne de compte pour expliquer une situation dans une étude précise, empirique, parce que selon les études qu'on fait, ce n'est pas forcément les mêmes critères qui vont être importants pour comprendre la situation. Donc on a eu là une évolution politique comme je disais tout à l'heure, qui se focalise beaucoup sur cette deuxième génération, sur la question de l'islam, et puis en face, une gauche qui a été extrêmement dans la difficulté, puisque sur le plan économique et social, eh bien, elle n'a pas résolu le chômage, etc. Donc il y a un désenchantement qui se produit du côté des classes populaires, et donc une tentative pour se repositionner sur des questions également comme SOS Racisme, etc., sur des valeurs de gauche, l'antiracisme, etc., qui s'est fait aussi souvent en marginalisant encore la dimension sociale. Donc on a eu une évolution comme ça, que j'analyse donc dans ces chapitres, qui ont eu pour moi un inconvénient majeur, c'est de focaliser un petit peu les discussions souvent sur une seule dimension de l'identité des personnes. Or, moi, ma conception des sciences sociales, moi, je me définis comme socio-historien, j'ai une double compétence donc en histoire et en sociologie, c'est qu'on doit toujours partir du fait que l'identité d'une personne, elle est construite à partir d'une multitude de critères et qu'on n'a pas le droit d'isoler un seul critère, sinon on ouvre la voie aux stéréotypes. Donc il y a cette base de recherche qui est dans mon livre, par exemple, sur le clown chocolat, c'est ce que j'essaie de montrer concrètement, qu'on ne peut rien comprendre à l'histoire de cet artiste si on ne tient pas compte de l'ensemble des éléments qui sont rentrés
dans son identité. Donc, voilà, je passe puisque j'ai déjà parlé pas mal. Donc, une autre dimension, c'est cette question des catégories. Ça, c'est un point important, évidemment, dans le livre, vu le sous-titre. C'est le problème qu'on a vu poindre chez les chercheurs, notamment dans la nouvelle génération, des chercheurs, c'est-à-dire nos étudiants souvent, hein, qui sont moins enthousiastes que nous, peut-être, on a pu l'être pour la question sociale, puisqu'aujourd'hui, la classe ouvrière, le prolétariat, le marxisme, c'est plus tellement vendeur, je dirais. Et donc, on a vu un repositionnement aussi je dirais dans la partie de nos étudiants qui nous intéressait le plus, parce que quelque part, ce sont ceux qui sont les plus proches de nous. Des chercheurs qui sont engagés, qui veulent aussi que leur travail ait une utilité civique, etc., etc. On a vu donc parfois, dans ce fameux terme, on pourra en parler aussi tout à l'heure, qu'on appelle l'intersectionnalité, qui vient des États-Unis, où le mot race a été quelque part réhabilité. On a dit que, alors que nous, on était plutôt dans la logique, effectivement, qu'un progrès vers l'universalisme supposait qu'on élimine ces catégories raciales, puisque scientifiquement, ça ne veut rien dire. Mais on a vu donc ressurgir cette question-là. Et l'un des problèmes que je pointe dans le livre, y compris, mais en le faisant, je dirais, de manière respectueuse, notamment par rapport à Pape Ndiaye. À l'époque, il n'était pas ministre. Collègue, hein, dans son livre sur la condition noire, où lui, il réhabilite ce concept de noir, de noir de France, comme il dit, que j'essaie de montrer qu'en fait, la catégorie qu'il utilise, elle ne tient pas debout du point de vue scientifique, parce qu'il n'y a pas de critères, à la différence des États-Unis, où aux États-Unis, la race, elle est légalisée, elle est institutionnalisée dans les statistiques, etc. Alors qu'en France, ça ne l'est pas. Pour des raisons politiques. Enfin, bon, il ne m'appartient pas de juger si elles sont bonnes ou mauvaises, ces raisons politiques. Mais de fait, on ne peut pas donc travailler de la même manière quand on est dans un pays où l'étiquette de race renvoyée à la couleur de peau est subjective. Et ça, moi, ça me préoccupait beaucoup, parce qu'il se trouve qu'une des dimensions importantes de mon travail, c'est ce que le sociologue Pierre Bourdieu appelait la violence symbolique, c'est-à-dire aussi le risque que des gens, même comme moi, enfin tous ceux qui ont la possibilité de parler en public ou d'écrire des bouquins, etc., le risque qui est le nôtre, c'est d'exercer un pouvoir qui aboutit à imposer une identité à des gens qui n'en veulent pas. Or, il se trouve qu'en France, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas qu'on les étiquette noires. Ils ne veulent pas, c'est leur choix. Et ces gens-là, eh bien, voilà, de quel droit nous-mêmes, on va leur imposer une étiquette. Voilà, c'est un débat technique, enfin, qui recouvre aussi tout ce qui s'est dit sur les statistiques ethniques. Enfin, j'entre pas dans les détails. Mais ça, c'est pour nous un problème important. Mais pas pour juger, mais pour en discuter. Parce que ça pose des problèmes de fond dans ce qu'on appelle l'épistémologie aussi des sciences sociales. Voilà, donc on aborde un certain nombre de points dans les discussions avec des collègues avec lesquels, dont on était proche par ailleurs. Et qui nous a amené donc voilà, à discuter d'un ouvrage auquel on a contribué nous-mêmes, qui s'appelle « De la question sociale à la question raciale », pour exprimer donc des désaccords, parce qu'on estime que l'interprétation de ce livre a orienté un certain nombre de gens, même d'institutions scientifiques, vers la reprise en France, une reprise non contrôlée de catégories qui ont un écho plus grand aux États-Unis. Hein, avec le fait qu'en France, on ne connaît souvent qu'une seule partie de la recherche américaine. Ce qui a été valorisé en France, ce sont les recherches qui ont développé l'approche en termes de questions raciales, beaucoup plus que toutes les recherches qui critiquent cette démarche en termes raciaux. Donc voilà, je dirais un petit peu la contribution que j'ai apportée, plus les chapitres qu'on a fait ensemble avec Stéphane. Bon, et toute la deuxième partie du bouquin, c'est lui qui va vous en parler parce que c'est lui qui l'a écrit. Donc, je prends le relais. Merci vraiment pour l'invitation. Peut-être dire justement par rapport à ce que vient de dire Gérard, il est historien, je suis sociologue. En sociologie, les enjeux politiques
dans la discipline sont beaucoup plus forts. Et donc, cette question qu'on soulève de la légitimité, finalement, d'utiliser ces catégorisations raciales, ces questions-là sont beaucoup plus soulevées en sociologie, en partie parce que, et c'est tout à fait normal, les jeunes sociologues qui font des thèses le font à partir d'un point de vue, on pourrait très souvent engagé dans la vie citoyenne. Et donc, vous savez sans doute, en France, depuis 15-20 ans, à cause des meurtres, parfois des violences policières, etc., il y a une forte mobilisation autour de cet enjeu-là. Donc, en sociologie, on pourrait dire, par rapport à l'histoire, on est beaucoup plus sous la, à mon avis, menace de ce genre de théorisation un peu trop vite fait. Donc, de mon point de vue, pourquoi j'ai accepté discuter avec Gérard, pourquoi on s'est lancé dans cette entreprise, en sachant que ça allait être difficile, que la réception du livre, comme on dit, n'allait pas être simple, parce que de mon point de vue de sociologue, il se trouve que j'ai un certain âge, donc je voyais arriver un tas d'étudiants en maîtrise, en master. J'ai été 2 ans dans la commission nationale de recrutement au CNRS, donc j'ai vu arriver les projets CNRS, et je voyais de plus en plus effectivement émerger cette thématique-là, et dont les travaux me paraissaient effectivement souffrir d'un biais et d'un manque très important. Il ne s'agit pas de dire que cette question n'est pas légitime, mais que très souvent, effectivement, elle prend un peu le pas sur tout le reste. Et quand on est sociologue, comme l'a dit Gérard sur la question d'identité, quand on est sociologue, on fait des enquêtes qui sont par définition multivariées. On essaie de voir, soit d'un point de vue statistique, soit d'un point de vue, comme on dit, ethnographique, enquête de terrain, la manière dont différentes variables agissent en même temps pour produire telle ou telle situation. Donc le but du jeu, c'est que au départ, Gérard fait ses parties historiques. Au milieu, on a étudié un peu quelque chose d'un peu technique. On va passer ici. Qu'est-ce qui se passe à l'université pour comprendre comment cette thématique-là a gagné de plus en plus de terrain. Et dans un troisième temps, qui est ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ce soir, j'ai voulu faire ce qu'on appelle une étude de cas. C'est-à-dire, j'ai voulu étudier ce qu'on a appelé à l'époque, il y a 10 ans, l'affaire des quotas, dont je vais résumer la situation tout de suite, mais j'ai voulu justement prendre cet exemple parce qu'il me paraissait très symptomatique de l'insuffisance de la manière dont cette question était posée dans le débat public, d'autant plus qu'elle a été posée dans l'espace public par le journalisme, et en l'occurrence par un scoop retentissant de Mediapart. Un scoop, comme vous savez, c'est un titre de presse qui fait le buzz, qui entraîne derrière lui un tas de propos. Quand on fait un scoop, on a des bénéfices symboliques parce que pendant une semaine, 15 jours, etc., et je m'étais amusé à regarder sur les chiffres de diffusion de Mediapart, à chaque fois qu'ils ont fait des scoops depuis leur création en 2007, et effectivement, ils ont gagné à chaque fois 10 000, 20 000 lecteurs. Aujourd'hui, ils sont, je crois, à près de 200 000. Donc, c'était mon propos par rapport au scoop de Mediapart, c'était pas de m'attaquer à Mediapart, c'est pas ça qui m'intéressait, c'était d'essayer de contester la manière qu'avait eu ce journal, et repris entièrement par les autres, la manière de traiter de cette question. Donc, je vais, dans un premier temps, juste vous raconter très rapidement l'histoire, sachant que, bien évidemment, si je dis ça, c'est que quand Mediapart sort ce scoop, je viens de sortir ce livre qui n'a pas été cité, qui s'appelle « Traître à la nation », un autre regard sur la grève des Bleus en Afrique du Sud. J'ai quand même passé 1 an de ma vie à faire un livre de 300 pages où, très à distance, les footballeurs et les dirigeants de foot sont ininterviewables pour un sociologue comme moi. Voilà, c'est des gens inatteignables. Donc j'ai fait un travail indirect en recollectant un tas de données par la presse. Le foot est très très chroniqué, et si on sait lire entre les lignes, entre la presse sportive, la presse locale, la presse spécialisée, on obtient énormément d'informations, non pas de première main, mais de seconde main, qu'on peut essayer de traiter en sociologue. Comme j'avais fait ce livre, 1 mois plus tard sort ce scoop de Mediapart, et plusieurs fois on m'interroge, Le Monde m'interroge, le France Football, etc. Et je suis dubitatif. Pourquoi je suis dubitatif ? Parce que quand je dis sortir un scoop, le titre de Mediapart, c'est, je vais le donner précisément, « Foot français, les dirigeants veulent moins de Noirs et d'Arabes ». Donc le titre de Mediapart est intéressant, c'est le foot français comme institution, les dirigeants, mais en fait c'est pas que les dirigeants, c'est aussi l'entraîneur Laurent Blanc, etc., veulent moins de Noirs et d'Arabes, alors que bien sûr que dans les Noirs, il y a aussi des Antillais. Bon, là, d'emblée, il y a une lecture ethnicisante, racialisante de la question. Et ce qui, moi, m'a beaucoup gêné, quand j'ai lu les 4 pages très intéressantes par ailleurs de Mediapart, c'est que je trouvais que dans cette affaire-là, il y avait beaucoup
d'éléments d'explication potentiels qui étaient passés sous silence et que tout avait été résumé, si on peut dire, ramené à cette seule question de supposée discrimination raciale, racisme supposé de certains dirigeants de football. Alors, quelle est l'histoire ? Bon, je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas le foot. On a déjà passé 4 semaines avec le mondial, donc je suis désolé, mais ça peut être intéressant, y compris si vous n'aimez pas le foot. Voilà, l'idée c'est que le foot c'est un fait social total. Et c'est tellement important maintenant. Je vous rappelle quand même que les finales de Coupe du Monde, c'est plus d'1 milliard de téléspectateurs. Donc je dis pas qu'il faut vous intéresser au foot, vous avez le droit. Mais ça peut être intéressant comme citoyen de base de s'intéresser au foot comme enjeu social. Donc en 2 mots, il y a eu, donc c'était quelques mois après ce désastre de Naïsna, donc je rappelle pour les plus jeunes et ceux et celles qui ne s'intéressent pas au foot, la fameuse grève du bus. Grève du bus, les joueurs de football français ont fait la grève, sont restés dans le bus et Raymond Domenech est venu lire devant les télévisions effarées du monde entier un communiqué de grève. Et Mélenchon et Thibault ont dit voilà une bonne grève. Parce qu'on en a parlé pendant 3 semaines. Donc, escalette, Sarkozy débarque, voilà, vraiment un très grand ramdam au sein de la Fédération française de football qui perd 200 000 licenciés 3 mois plus tard. Donc, bien sûr, la Fédération française est complètement à cran après cet événement-là qui a terni considérablement l'image de l'équipe de France et du football. Et à ce moment-là, parallèlement, il y a un tas de jeunes joueurs d'origine marocaine, algérienne, qui choisissent de ne plus jouer pour l'équipe de France, mais pour jouer pour leur équipe d'origine. On est à Montpellier, il y avait un grand joueur à Montpellier qui s'appelait Belanda, et qui était un potentiel grand joueur de l'équipe de France, décide de jouer au Maroc. Pareil pour Karim Aït Fani. Voilà, donc on a un moment très singulier, et dans une discussion à bâton rompu, dans ce qu'on appelle la DTN, Direction Technique Nationale, où le nouveau sélectionneur qui a succédé à Domenech, vous me suivez, arrive, et il est associé à la discussion, et à ce moment-là, une grande discussion sur comment faire mieux jouer l'équipe de France. Donc l'équipe d'Espagne est devenue championne du monde, donc on va imiter les jeux espagnols, le jeu de passe, etc., redoublé. Et à ce moment-là, Laurent Blanc dit oui, mais ça c'est compliqué parce qu'en France, on a beaucoup de blacks. Et les blacks, ils sont costauds, ils sont puissants. Tout ça a été enregistré, je vous dirai pourquoi. Tout ça a été enregistré dans une réunion de travail. Et voilà, il oppose, on pourrait dire, les joueurs de France, les joueurs français qu'il appelle blacks, qui sont costauds et puissants, aux joueurs espagnols petits, fins et techniques. Donc à partir de ce verbatim, parce que dans un premier temps, bien sûr, Mediapart, qui feuilletonne son histoire, sort cette histoire-là. Et puis, bien sûr, 3 jours plus tard, bien sûr, dénégation de Laurent Blanc, de tout le staff de la Fédé, c'est pas vrai, on n'a jamais dit ça, etc. Et patatras, 3 jours plus tard, tombe sur Mediapart verbatim, c'est-à-dire le compte-rendu enregistré entièrement de cette discussion. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on a ces paroles qui sont dites, mais qui ont été immédiatement interprété comme étant suspectant, on pourrait dire, une preuve de racisme ou de discrimination de la part des dirigeants et surtout de Laurent Blanc. Donc, avec Gérard, on était sur la même longueur d'onde et on a fait un texte quelques jours plus tard dans Libération qui s'appelait Race, classe et football, ne pas crier avec la meute. Donc c'est Libé qui a trouvé le titre, mais on s'était dit quand même, c'est trop facile, entre guillemets, de accuser de manière si grave finalement, parce qu'une accusation de racisme, c'est une accusation grave qui touche les gens. Laurent Blanc l'a dit, il a passé 15 jours parti en Italie, se mettre au vert, parce qu'il était puissamment heurté par cette accusation-là. Et donc, on a dit dans cet article, mais voilà, premièrement, on ne peut pas comme ça impunément accuser des gens de racisme quand on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Et Deuziot, on a commencé une petite analyse que j'ai développée par la suite dans le livre, en disant finalement, pour comprendre ces questions, voilà, il faut un peu élargir les vues et essayer de comprendre aussi que ces dirigeants, ces entraîneurs de foot sont pris dans des concurrences, notamment entre joueurs, dont il faut essayer de comprendre le sens parce que ça leur met la pression. Alors en 2 mots, donc voilà, ça c'est le premier point qu'on a voulu faire. Et dans le livre, donc il y a plusieurs chapitres, mais il y a un chapitre entier qui est consacré notamment à cette question de pourquoi
pourquoi finalement ces entraîneurs, Laurent Blanc et autres, pourquoi ils ont, et la Fédé, pourquoi ils ont inventé un projet qui était effectivement, la Mediapart a raison, qui était intentionnellement discriminatoire, parce que j'ai oublié de le dire, dans ce projet de quota ethnique, il y avait l'idée de dire, pour ce qui concerne le pôle espoir, c'est-à-dire la Fédération française et pas les centres de formation privés, tout ce qui concerne la Fédération française de football, sur lesquels ils avaient barre, on va limiter la part de joueurs binationaux de moins de 15 ans, on va les limiter parce qu'on ne veut plus, la Fédé dit ça, on ne veut plus financer à fond perdu ces pôles espoirs, puisque une partie de ces joueurs, de plus en plus, sont courtisés par les grandes équipes d'Afrique, notamment le Maroc, l'Algérie. Vous savez, la moitié de l'équipe marocaine est composée de joueurs d'origine européenne. Les 2 tiers de l'équipe algérienne sont composés de joueurs français nés en France, mais binationaux. Donc, il y avait de la part de la Fédération française de football une espèce de peur panique que finalement, avec ces nouvelles lois, décrets de la FIFA, eh bien, l'équipe de France allait être privée de ses binationaux. Donc, ils ont eu cette idée, mais agité uniquement dans une réunion de travail. Il n'y a eu, dans le procès-verbal que j'ai pu consulter de cette réunion, le mot de quota n'apparaît même pas, parce qu'un des membres de la réunion a dit « c'est pas possible juridiquement, on peut pas, c'est illégal ». Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'effectivement, cette réunion de travail, c'est comme qu'on est au travail, on discute, paf, on est enregistré. Parce qu'effectivement, il y avait un des membres de la DTN qui était remonté contre la DTN, qui avait décidé d'enregistrer de manière clandestine, etc. Et cette cassette a dormi, cette bande a dormi pendant 6 mois, et paf, 6 mois plus tard, elle est donnée à quelqu'un par je ne sais qui, à Mediapart, qui sort ce scoop. Et ce qui est intéressant, c'est effectivement, là, le travail du sociologue, c'est d'aller voir de près ces effets effectivement très forts de concurrence, parce que c'est intéressant de voir que justement, j'avais une anecdote, parce que je trouve que je connaissais quelqu'un à la Fédé qui m'avait raconté, l'entraîneur espoir, il partageait son bureau, il dit « tu comprends, X, maintenant je suis à poil dans mon équipe d'espoir, parce que tous mes joueurs sont partis à l'étranger ». Donc déjà, ne serait-ce que ça, de montrer que ces questions dites ethniques, on peut les retravailler à partir de cette question toute simple. Aujourd'hui, dans le football des compétitions internationales, vous avez, et c'est tout à fait légitime, des fédérations des pays notamment d'Afrique subsaharienne ou du Maghreb qui viennent chercher en France des joueurs qui sont binationaux, qui ont été formés en France et qui vont leur servir évidemment d'une main-d'œuvre de très grande qualité pour faire l'équipe qu'ils aujourd'hui, l'Algérie, le Maroc, deviennent des très bonnes équipes, non pas grâce à la France, mais grâce au système de formation très sophistiqué du football français, parce que vous savez sans doute, les centres de formation français, c'est un peu les grandes écoles du football, un peu les polytechniques du football. Vous avez 500, 600 personnes qui se présentent, on en prend 30 par génération, et au bout de 3 ans, sur les 30, on en prend 2 ou 3. Donc là aussi, ne jamais oublier que ce milieu du football est très, très sélectif. Donc première chose que j'ai voulu mettre en place, c'est cette question, voilà, parler de race d'emblée, c'est occulter ça. Deuxième point très important, c'est bien sûr la question des mots. Ce qui a été reproché, notamment dans le verbatim, c'est dire, on a reproché à Laurent Blanc, on pourrait dire, d'avoir une sorte, dans sa tête un relent des restes d'un pensée colonial ou d'anthropologie physique, comme l'a dit tout à l'heure Gérard. Ma collègue Florence Weber dit que pendant longtemps, l'anthropologie était une science des crânes, une crânologie. On mesurait les crânes au XIXe siècle, etc. Donc, à travers cette expression, toute petite expression, les Noirs en France, ils sont costauds et puissants, il y a eu une accusation que je trouve un peu exagérée, puisque justement, et là, dans le livre, je fais référence à un travail d'un de mes doctorants avec Sylvia Faure, qui s'appelle Frédéric Razera, qui est maintenant maître de conf à Lyon, et on a écrit ensemble un livre qui s'appelle Sociologie du football, et il a écrit sa thèse chez Agone qui s'appelle les footballeurs au travail. Il a une idée toute simple, mais qu'est-ce qui se passe? Les footballeurs, ils font pas que jouer, ils travaillent. C'est un vrai travail, footballeur. Et donc, dans ce travail ethnographique, Frédéric Razera, dans un club anonymisé, tout ça, bien sûr, il a pu observer pendant 2 ans des équipes de football jouer les uns avec les autres, et il a vu émerger ce langage qui ne cesse d'utiliser les mots comme les blacks. Donc, il s'est interrogé sur cette question, mais qu'est-ce que ça définit ce mot? Qu'est-ce qui est défini? Et d'abord, première chose, qui utilise ce mot? Il a montré que dans l'équipe qu'il utilisait, où il était, c'était les entraîneurs adjoints qui définissaient ce mot, qu'il utilisait. Mais surtout, ce qui était très intéressant, c'est que dans le mot black ne comprenait pas tous les noirs de l'équipe. Certains noirs n'étaient pas désignés comme black
par les entraîneurs. Et donc là, c'est là où ça devient intéressant de creuser cette histoire, parce que justement, derrière cette catégorie un peu générique de black, en fait, on s'aperçoit que la catégorie, elle est aussi en partie sociale, puisque à travers le mot black, effectivement, qui, dans la bouche de ces dirigeants, est une expression un peu péjorative, à travers ce mot black, finalement, il y a l'idée que, voilà, on définit un groupe déviant sur le plan sportif. C'est-à-dire que dans ce qu'il a pu montrer, et ce que je trouve très intéressant, vous savez sans doute, au football aujourd'hui, ce qui est très important, c'est bien sûr, bon là, il y a des joueurs hyper doués comme Mbappé, mais la plupart des joueurs, il faut qu'ils travaillent, il faut qu'ils se reposent, et le grand concept footballistique, c'est la récupération invisible. Donc il faut que les joueurs ils soient impeccables chez eux, dans leur sortie, dans leur alimentation. Les grands joueurs de football qui partent en Angleterre, Mendy et bien d'autres, amènent leurs cuisiniers. Ce sont des petites entreprises, eux-mêmes des PME. Ils payent des cuisiniers parce qu'on essaie de rompre, on essaie de faire en sorte qu'ils rompent avec leur mauvaise alimentation, le kebab, la pizza, etc. Et paraît-il que c'est terrible pour les muscles et pour la récupération. Donc il y a une attention très forte de la part des entraîneurs autour de ces questions-là. Et donc les mots black, ça désigne tout simplement, dans ces clubs-là, mais c'était dans la bouche de Laurent Blanc, on peut supposer que c'était en partie ça, c'est des joueurs qui sont plus difficiles, qui ont plus de mal à entrer dans ce moule extrêmement contraignant des normes diététiques et sportives d'aujourd'hui. Et donc ils sont un peu déviants. Ce qui fait que dans l'enquête de Frédéric Razera, les Noirs qui ne sont pas déviants et qui respectent toutes les règles, qui sont impeccables. Voilà, on peut dire N'Golo Kanté, qui est pourtant très noir de peau. Voilà, il ne serait pas défini comme un black parce qu'il a tout bon, il coche toutes les cases de l'excellent footballeur qui ne sort pas, qui fait de l'entraînement en permanence, etc., etc. Donc là, on voit que justement, c'est là où on pourrait dire, ça renvoie un peu à la remarque préalable de Gérard Noiriel sur le thème, qu'est-ce que réfléchir sur ces catégorisations raciales, c'est réfléchir sur les usages de ces mots. Et donc, ce que moi, dans cette grande partie que j'ai fait sur le football, ce que j'ai essayé de reprocher, de la critique que j'ai faite aux journalistes, pas que Mediapart, mais tous ceux qui ont repris cette antienne, c'est que effectivement l'accusation de racisme ou de discrimination raciale, elle était quand même assez largement indue à mes yeux. Troisième élément d'explication qui est intéressant, c'est aussi comprendre. Donc là, on a dit quand on cherche à être sociologue ou socio-historien, on va essayer de comprendre les individus dans leur pluralité. On est des hommes et des femmes, on a telle ou telle couleur de peau, on a telle ou telle histoire, tel ou tel diplôme, mais on appartient aussi à telle ou telle génération. Et par exemple, sur cette question du football, bien évidemment que dans les débats qu'il y a eu au sein de la DTN, il y avait des questions toutes simples de, voilà, la DTN, entrer à la... J'ai fait toute une analyse de comment on entre à la DTN, comment les gens qui étaient dans cette réunion, qui ont un peu suivi Laurent Blanc, pourquoi ils sont à ce point, j'ai repris l'expression de l'entraîneur de handball, Claude Onesta, de Toulouse, fils d'ouvrier espagnol communiste, qui dit, vous savez, quand on est entraîneur national, on est collé au bleu, blanc, rouge. C'est-à-dire qu'en fait, on est complètement attaché à sa fonction, on épouse complètement le nationalisme ordinaire, si on peut dire, et donc c'est forcément, on peut aller très loin dans la défense de cette question-là. Donc, en deux mots, ce que j'ai voulu montrer, après bien sûr, dans cette partie, montrer tout ça. Alors, dernier point sur lequel, bien sûr, certains d'entre vous, peut-être, ou certaines peuvent nous attendre, c'est de dire, mais finalement, vous occultez la question du racisme dans le football. Bien sûr que non. On ne dit pas qu'il n'y a pas de racisme dans le football, je dirais, mais si on veut étudier de près le racisme dans le football, ben, voilà, raisonnement de sociologue, on va surtout se méfier de tous les propos tenus après coup. Et moi, j'insiste beaucoup de mes étudiants, et dans le livre qu'on a fait avec Frédéric Razera, on dit, voilà, on a très peu de travaux sur le football amateur. Allons voir dans le football amateur ce qui se passe autour des stades. Voyons que, voilà, Gérard et moi, on est parents ou grands-parents de footballeurs en Seine-Saint-Denis ou dans la banlieue parisienne. De fait, aujourd'hui, quand on va sur ces terrains-là, la plupart des joueurs sont d'origine africaine ou antillaise. Il y a une très forte surreprésentation. Et c'est ça qu'il faut étudier ça en sociologue. Je me rappelle très bien d'un débat que j'avais fait à Nanterre avec un éducateur sportif qui était d'origine algérienne, qui m'a posé une question. Mais, Monsieur Beau, pourquoi il n'y a plus de blancs, entre guillemets, quand on arrive après la 6e en U13, en U15 ?
Il avait constaté, c'est quelque chose de très intéressant à étudier, il avait constaté que dans l'école de foot où il était, à Nanterre, le foot était très mixte, socialement et ethniquement, de 6 ans à 12 ans. Et tout d'un coup, paf, on s'aperçoit qu'à l'entrée du collège, il y a des stratégies des parents pour empêcher que leurs enfants restent dans ces clubs-là, qui vont être ensuite définis de manière ethnique, tout simplement parce que l'entrée en 6e, c'est on change de catégorie scolaire, on change de collège, et on a d'autres stratégies de placement de ces enfants, de protection par rapport à ce qui est perçu comme un environnement défavorable, et donc on va les mettre au rugby, on va les mettre au judo, etc., et on va leur faire quitter le football. Et aujourd'hui, effectivement, dans la plupart des clubs de banlieue, la plupart des joueurs qui ont 15-16 ans sont en France, en tout cas en banlieue parisienne, et sans doute en banlieue lyonnaise, sont d'origine étrangère. Voilà, donc, 2 mots, j'ai une conclusion. Sur ce qui est intéressant, c'est bon, le foot, comme je vous l'ai dit, ça intéresse les footballeurs, mais surtout pas les lecteurs de sciences sociales. Donc, dans tous les comptes rendus du bouquin, quasiment tous, cette partie sur le football n'a jamais été discutée. J'en fais pas ombrage, c'est sociologiquement logique. Hein. Mais voilà, ça a été la seule contestation, c'est venu de Mediapart, et Louis Plenel a fait, je ne suis pas sur Twitter, mais il a écrit un tweet en disant Michael Hachdenberg 4, Stéphane Beau 0. C'est-à-dire qu'en fait, le journaliste a battu le sociologue 4-0. Donc je lui laisse la responsabilité de ce jugement, que je trouve un peu à l'emporte-pièce. Merci à tous les deux. J'aurais beaucoup de questions, mais l'idée est plutôt de discuter évidemment avec la salle. Mais tout de même, une question. Tout à l'heure, vous avez dit que pour le rôle du chercheur en sciences sociales, pour arriver à comprendre une situation individuelle, un individu, c'est effectivement d'essayer d'en saisir toutes les variables, toutes les dimensions. Est-ce que c'est pas justement ce que tente à faire ce que vous avez évoqué tout à l'heure, l'intersectionnalité? Donc, qu'est-ce que vous reprochez tous les deux si virulemment à cette théorie qui nous vient des États-Unis? Et peut-être que vous pourriez d'ailleurs, pour celles et ceux qui ne savent pas exactement ce que ça recouvre, en présenter la genèse et les différentes dimensions. Le mot n'apparaît qu'une fois dans le livre. C'est ce que j'allais dire. Virulemment, je pense que c'est déjà une interprétation biaisée, puisque pour nous, c'est... Je suis spécialiste des interprétations. Voilà. Je veux dire, pour nous, c'est pas un problème. En fait, si je prends pour mon cas personnel, il se trouve que je tiens un blog que vous pouvez consulter, qui s'appelle Le Populaire dans tous ses états. Hein, donc gratuit. C'est gratuit. Ouais, bon. Et il se trouve que dans un de ces blogs, j'avais, en passant comme ça, évoqué les limites de ce concept d'intersectionnalité. Et aussitôt, ça a pris une importance. Voilà. Donc après, on est obligé toujours de se justifier par rapport à ça. Et on nous dit après que c'est nous qui en faisons des... Non, alors, d'abord, le problème que ça pose, si vous voulez, c'est le rapport justement du savant et du politique. En fait, le concept d'intersectionnalité, il est né aux États-Unis, dans la mouvance féministe, américaine. Donc, je vais dire, justement, si vous acceptez l'autonomie de la science par rapport aux politiques, en tant que chercheur, vous n'avez pas à juger les comportements politiques. Ça, c'est clair. Donc moi, je fais toujours une distinction, que les gens qui sont dans des difficultés, qui souffrent, qui sont exploités, qui sont humiliés, etc., utilisent les ressources qu'ils ont à leur disposition pour se défendre, c'est tout à fait légitime. Ça, c'est très clair. Je l'ai toujours dit, toujours insisté là-dessus. Dans mon blog, j'en parle. Je montre comment des philosophes comme Jacques Bouvresse ou sociologues comme Bourdieu s'étaient mobilisés contre ça, en disant de quel droit les journalistes vont juger de tout, et y compris de notre travail. Donc il y a là, alors, et dès qu'on fait une critique journaliste, comme Stéphane avait fait dans ce livre, aussitôt, alors là, on se fait défoncer, parce que le rapport de force, il est complètement inégal par rapport évidemment aux gens qu'on touche, nous en tant que chercheurs, et le nombre de gens que vont toucher les journalistes, c'est le jour et la nuit. Donc voilà, on est toujours, moi, c'est, si vous voulez, une des expériences que je tire au bout de plusieurs dizaines d'années de recherche, c'est justement cette bataille constamment, à tous les niveaux. Moi, je travaille sur l'histoire de l'immigration, sur les questions d'immigration depuis plus de 40 ans. Eh bien, constamment, depuis les années 80, il faut que je réponde à des journalistes qui, eux, sont là dans le commentaire d'actualité.
problème de l'immigration. Dès que, alors selon les périodes, selon les présidents qui sont au pouvoir, etc., il y a eu l'époque Sarkozy, il y a eu l'époque Manuel Valls, il y a eu l'époque sans arrêt. Mais quand on leur dit, nous, on n'a rien à dire là-dessus, les citoyens peuvent avoir un avis, nous sommes citoyens comme les autres, on a un avis, mais nos recherches, quand on parle des problèmes de l'immigration, très souvent, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait, nous, dans nos recherches. Vous comprenez? Alors, on va respecter la dimension scientifique si c'est un mathématicien, si c'est un physicien, mais dans le domaine des sciences sociales, nous, on est constamment confrontés à la nécessité de se justifier par rapport aux journalistes. Alors ça, moi, c'est vrai que c'est un des combats que j'ai menés constamment, parce que je pense que, même pour des raisons politiques et civiques, on a intérêt à défendre la recherche scientifique. Parce que le fait d'avoir une distance par rapport aux polémiques d'actualité peut nous permettre, je ne dis pas qu'on le fait à chaque fois, ce serait prétentieux, mais ça peut nous permettre de voir les choses justement parfois de manière plus lucide, ou de donner des outils, y compris aux militants. Alors, je vous fais une petite anecdote personnelle. Moi, tout ça, je l'ai découvert, ce n'est pas par rapport à l'immigration, mais c'est parce que, dans ma prime jeunesse, j'ai été membre du Parti communiste au moment du stalinisme. J'ai combattu le stalinisme. Dans mon premier bouquin, je me suis fait virer du PC parce que je ne pensais pas droit. Mais les critiques qui étaient faites à l'époque, elles étaient prémonitoires. On voit ce qu'est devenu le Parti communiste. Donc j'ai eu le sentiment, avec la polémique qui a été instruite contre nous avec ce livre « Race et sciences sociales », de revivre la même chose, mais sur un autre terrain. Vous voyez, alors qu'au fond, la démarche, elle est la même. C'est-à-dire d'essayer d'exercer ce qui est notre job, un exercice de critique, de lucidité, qui n'est pas à juger, mais qui est à comprendre sur des questions qui sont des enjeux actuels. Donc c'est ça. Alors l'intersectionnalité, vous voyez, voilà, si on prend d'un point de vue scientifique, c'est qu'il semble que les sociologues, c'est surtout des sociologues, qui reprennent le concept d'intersectionnalité, ils ont découvert qu'il fallait combiner 3 critères. La race, la classe et le genre. Mais d'un point de vue, pour nous, c'est complètement, comment dirais-je, banal. Je veux dire, ce qu'on apprend, nous, à nos étudiants, ce que disait Stéphane tout à l'heure, en première année, c'est qu'il faut combiner les critères pour comprendre une réalité, que les individus sont formés d'une multitude de critères. Mais ce qu'on rejette, c'est le fait qu'il faudrait seulement 3, et que ce seraient toujours les mêmes qu'on pourrait appliquer partout. En plus, c'est ce problème de race dont je parlais tout à l'heure qui introduit une grande différence entre les États-Unis et la France. Et il me semble, et ça a été fait par de nombreux chercheurs, qu'on peut tout à fait éclairer de manière lucide et pertinente les questions de discrimination qui se posent aujourd'hui en France en utilisant un autre vocabulaire qui est plus conforme à la tradition française. Donc voilà, autour des enjeux, autour de ce problème, avec le fait effectivement que souvent chez les partisans de l'intersectionnalité, même quand ils disent qu'ils combinent la classe, la race et le genre, c'est souvent la classe, c'est-à-dire la dimension socio-économique qui est sous-estimée ou voire marginalisée. Je prolonge 2 points importants, puisqu'on est face à un public nombreux. Donc j'imagine que vous n'êtes pas tous un DEA ou un master de sciences sociales. Dire que la sociologie, les sciences sociales, elles ont une faiblesse endémique, c'est qu'elles sont très sujettes à la mode. Quand vous êtes physicien, mathématicien, biologiste, vous avez une cumulativité du savoir qui est très cumulativité très forte du savoir. Quand on est en sciences sociales, on redécouvre un peu la Lune un peu tout le temps. Il y a des modes qui sont, à mon avis, très pernicieuses. Et il se trouve que moi, je suis juste un peu plus jeune que Gérard, mais quand j'étais étudiant à la fin des années 70, et j'ai beaucoup souffert parce que j'étais pas du tout politisé, je me suis intellectualisé très lentement. Et voilà, je suis passé de famille était plutôt de droite, je passais à gauche. Et à l'époque, le marxisme était très puissant. Et en même temps, je lisais, j'essayais de comprendre Marx, je lisais des textes, etc. Et j'étais sans arrêt. Et Bourdieu m'a énormément aidé pour essayer de me défaire de cette emprise du marxisme, parce qu'il y avait, dans le marxisme de l'époque, très peu d'enquête empirique, c'était très abstrait, ça me paraissait très loin. Et il y avait une sorte de marxisme, qu'on dit aujourd'hui vulgaire, qui ne m'arrivait pas à me convaincre. Et c'est pour ça que Bourdieu est si important pour nous deux, je crois. C'est que Bourdieu a été, Bourdieu est le centre de sociologie européenne et tous les
les chercheurs qui travaillent avec lui, ont joué un rôle majeur pour essayer de comprendre ce qu'il appelle les effets de théorie, hein, tout d'un coup, les effets de théorie marxiste. Et là, on retrouve, 40 ans plus tard, on retrouve la même chose avec la race. On a remplacé la classe par la race, et ça reste des explications omnibus. Et pour reprendre l'intersectionnalité, on pourrait dire qu'il y a des enquêtes en France qui pourraient avoir ce label, qui ne l'ont pas eu. Je fais référence, et pour vous montrer qu'on n'est pas obtus entièrement, on a une très belle enquête financée par George Soros, Open Society, en 2010, faite par Fabien Gebard et un autre de ses collègues, j'ai plus le nom en tête tout d'un coup, qui ont fait une très belle enquête sur les discriminations raciales dans les contrôles de police. Ils avaient eu de l'argent, ils ont financé des étudiants qui se sont postés derrière les entrées de métro à la gare du Nord et surtout à Châtelet. Et ils ont fait ce qu'on fait quand on est sociologue. C'est-à-dire ils ont passé des semaines avec des jours organisés, le matin et le soir. Et ils ont compté, parmi les gens qui sortaient, ceux qui étaient contrôlés par la police. Et ils ont constaté, aux surprises, que effectivement, les personnes de couleur noire étaient 5 fois plus contrôlées que les personnes de couleur blanche. Les Maghrébins étaient plus contrôlés, mais moins contrôlés que les Noirs. Mais voilà, ils ont rajouté les choses. Les garçons plus que les filles, bien évidemment, et beaucoup plus fortement. Et en plus, le vêtement, les Noirs à capuche, beaucoup plus contrôlés, nettement plus contrôlés que les Noirs en costume, qui sont beaucoup moins contrôlés que les Blancs à capuche. Vous voyez, donc là, on a un exemple type de travail, on pourrait dire intersectionnel, mais à l'époque, Gebard et d'autres n'ont pas dit, voilà, on ne brandit pas l'étendard, nous sommes les intersectionnels, suivez-nous tous. Donc ils ont fait leur boulot de sociologue ou de politiste, peu importe, qui était très intéressant. Un grand merci pour vos interventions qui montrent la complexité de ce thème. J'aurais aimé que vous puissiez aborder aussi la question du lien entre la colonisation française et le racisme. La colonisation, c'est l'historien. Alors, il est évident que, je dirais que le racisme, dans sa forme, une des difficultés, vous savez, que présente cette question-là pour un chercheur, pour un historien surtout, c'est que le mot racisme lui-même ne désigne plus forcément aujourd'hui la même chose qu'il désignait il y a 40 ans, il y a 50 ans, etc. Il y a une évolution laquelle j'ai travaillé dans le livre aussi, qui vise aujourd'hui à confondre racisme et préjugés, alors qu'avant c'était très distingué. Les deux étaient très distingués. Ce qu'on appelait le racisme, c'était vraiment soit des théories politiques, comme Hitler, l'antisémitisme, soit des comportements, c'est-à-dire des agressions, des crimes racistes. Et puis, au fur et à mesure que ces théories et ces agressions ont reculé, parce que c'est un fait, il y a moins de crimes racistes aujourd'hui qu'il n'y en avait dans les années 70, dans les années 30, etc. Et puis, grâce aussi à l'action des associations antiracistes, qui ont évidemment sensibilisé les gens sur tout cela, eh bien, on a de plus en plus intégré les préjugés, les mots de travers, etc. Si vous voulez, je vais vous prendre un exemple très rapide là-dessus. J'ai travaillé donc sur l'histoire du clown chocolat, qui est le comble, je dirais, de ce qu'on peut trouver comme forme d'humiliation raciste. Eh bien, vous avez Toulouse-Lautrec, hein, le grand peintre, qui connaissait le clown chocolat. Il l'a représenté dans plusieurs dessins, lithographies, avec une tête de singe. À l'époque, ça n'a suscité aucune protestation. Vous voyez ? Alors qu'aujourd'hui, il irait en prison, je dirais. Donc, il y a une évolution. Donc, évidemment, alors, la colonisation, après, maintenant, tout dépend de ce qu'on appelle la colonisation. Est-ce que c'est uniquement la colonisation française ou est-ce qu'on va remonter à l'histoire coloniale depuis Christophe Colomb, etc. Vous voyez ? Parce que, évidemment, même les mots, le vocabulaire de la race, la définition de la race et l'association de la race et de la couleur de peau. Ce que je montre dans mon livre, c'est qu'au XVIIe siècle, le premier en France qui a écrit un livre là-dessus, pour lui, la race, il ne la définissait pas par la couleur de peau principalement. Il la définissait par des critères physiques, mais qui étaient plutôt les cheveux, les lèvres, etc. C'est petit à petit qu'il y a donc la couleur est devenue un critère essentiel. Alors ça, c'est déjà lié à la colonisation.
mais à des époques, vous voyez, voilà, 17e, 18e siècle. Ce que j'ai montré aussi dans le livre, c'est que dans l'Empire colonial français, dans le premier Empire colonial français, à l'époque de Louis XIV, du Code noir, etc., eh bien, effectivement, il y a une stratégie en Martinique, en Guadeloupe, par exemple, qui est mise en œuvre. Parce que, contrairement, enfin, beaucoup de gens ne le savent pas, mais en fait, en Martinique, notamment, beaucoup de colons blancs, disons, qui venaient donc de la métropole, étaient des colons pauvres. Hein, la majorité était plutôt pauvre. Et à un moment donné, les colons les plus riches, ceux qui exploitaient donc les exploitations sucrières, se rendent compte qu'il y a un risque d'alliance, de classe, on pourrait dire, entre les colons blancs pauvres et les esclaves et les Amérindiens, parce qu'il y avait aussi la population d'origine. Et c'est en partie pour casser ces possibilités d'alliance qu'il y a une racialisation, c'est-à-dire qu'on va adopter des mesures, des décrets, etc., qui vont empêcher les mariages, les liens, enfin, je n'entre pas dans les détails, voilà, la police des Noirs qui est mise en place au XVIIIe siècle, etc., etc. Donc il y a déjà cette phase-là, alors effectivement, qui va alimenter le racisme, même si le mot n'existe pas dans la langue française à cette époque-là. Et puis, alors, la deuxième grande phase, c'est celle qui commence avec, évidemment, le basculement de la République, qui condamnait auparavant tout cela. Hein. Mais la Troisième République va basculer à l'époque de Jules Ferry dans la construction d'un empire colonial. Et donc à ce moment-là, on a une sorte de contradiction majeure dont le régime républicain ne se relèvera pas, qui est, d'un côté, on va affirmer les idéaux républicains, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, etc., etc., et de l'autre, on pratique des discriminations qui sont inscrites dans le droit, avec le code de l'indigénat, etc., etc. Donc là, il y a effectivement, de la part du pouvoir républicain, des tentatives pour légitimer, pour justifier cette politique discriminatoire, avec des arguments qui relèvent du racisme, qui consistent à dire que les Noirs, eh bien, ne sont pas évolués, sont des grands enfants, qu'il faut les éduquer, que le jour où ils seront éduqués, ben, ils seront comme nous. Voilà un petit peu le schéma républicain qui alimente le racisme à cette époque-là. Donc effectivement, et je dirais aussi, si on va aller jusqu'au bout, que le rapport entre colonisation et racisme, il faut aussi le voir de l'autre côté. C'est-à-dire que l'antiracisme a aussi beaucoup bénéficié des luttes contre la domination coloniale. Hein, quand on voit naître, que ce soit dans l'Hexagone, les organisations de gauche ou d'extrême gauche qui luttent contre le racisme et contre l'exploitation coloniale, et y compris aussi évidemment dans l'Empire colonial, où on voit émerger des gens qui luttent contre les discriminations qu'ils subissent, ça va jouer un rôle évidemment tout à fait important dans le processus qui aboutira donc à affaiblir ou à transformer le regard porté sur les populations non européennes. Je me permets de rajouter. Moi, je rajoute. Alors, merci Gérard. Mais justement, 2 points. Par rapport à cette question racisme et colonisation, il se trouve que quand on est prof, l'avantage c'est qu'on redécouvre des auteurs. Donc l'an dernier, à Sciences Po Lille, j'ai fait un cours justement sur ces questions race et sciences sociales. Et aux grandes dames de 2 de mes étudiantes qui étaient furieuses que j'ai pas parlé, parce que j'ai pas parlé de Fanon, etc. J'ai fait un cours entier sur Albert Memmi, qui est mort en 2020 à l'âge de 100 ans. Et Albert Memmi, il a fait un livre, je trouve formidable, qui s'appelle Portrait du colonisé, portrait du colonisateur, en 1957, préfacé par Sartre, et qui est un livre vraiment de l'intérieur. Il démontre le racisme qui existait dans les sociétés coloniales de type tunisienne, puisque lui c'est un juif tunisien qui a quand même eu son agrégation de philosophie, fils de cordonnier au départ, etc. Et donc il a vécu de l'intérieur un tas de tensions, contradictions, parce qu'il était à la fois par sa mère qui parlait pas le français, qui parlait que l'arabe dialectal, et son statut de juif. Il a vécu dans toute son enfance, adolescence, un tas de contradictions liées à son statut un peu hybride. Et donc il a su transformer ça et raconter dans ce livre la manière dont le racisme est effectivement consubstantiel à la société coloniale. Pour ceux qui s'intéressent, moi j'aimais beaucoup Guy Bedos, j'ai lu quasiment tous les bouquins de Guy Bedos, et Guy Bedos raconte, comme vous savez sans doute, il détestait sa mère, ou sa mère, peu importe, il avait un rapport très très compliqué avec sa mère, et il a dit dans plein de ses livres à quel point sa mère, qui était fille de proviseur, avait un racisme absolument insupportable
à l'égard des Algériens. Et il était, Guy Bedos, un antiraciste vraiment chevillé au corps. Il avait un antiracisme chevillé au corps parce qu'il avait expérimenté dans son enfance algérienne le racisme si puissant, si ouvert, si dégueulasse de sa mère par rapport aux Algériens. Donc là, par rapport à votre question, bien sûr que si on regarde tous les travaux des historiens, la société coloniale et le racisme il est consubstantiel. Deuxième question intéressante, c'est comment ça se transpose dans le cas français. Un exemple, effectivement, les enfants d'immigrés, on a parlé de la seconde génération. Et là, je fais référence à un travail qui est vraiment intéressant, parce que fondé sur des archives d'un de nos anciens étudiants, qui s'appelle Abdelali Ajat, qui est maintenant prof à l'ULB à Bruxelles, qui a fait un livre chez Amsterdam il y a quelques années sur la marche de 83. Et il a pu avoir accès à des archives de ces années-là, parce que la marche pour l'égalité, qui s'appelait la marche pour l'égalité des droits et contre le racisme, qu'on a baptisé ensuite Marche des Beurs, de 83, dont vous avez sans doute en tête l'histoire, le film de Jamel Debbouze, etc. En fait, on s'aperçoit que cette marche, elle est fondatrice, puisque c'est le moment, effectivement, où la seconde génération apparaît dans l'espace public, se politise à gauche, est soutenue par les syndicats, les milliers d'associations, et émerge dans l'espace public avec cette marche triomphale qui arrive à l'Élysée, et où, en discutant avec Mitterrand, ils obtiennent ce droit très important, qui était le certificat de 10 ans, qui a permis de stabiliser les immigrés. Bon, si on prend le détail de cette histoire, ça démarre à Lyon. Pourquoi ça démarre à Lyon? Et ça ne démarre pas dans le centre, à la presqu'île de Lyon, ça démarre dans l'Est lyonnais, Vénissieux, les Minguettes, etc., où sont logés les enfants d'ouvriers de Berliet, enfants d'Algériens, etc. Et en fait, pour comprendre la tension très forte, parce que Toumi Djaïdja, fils de Harki, qui a lancé la grève, la marche dans son lit d'hôpital, puisqu'il avait pris 2 balles dans le ventre par un policier, on s'aperçoit qu'en fait, pour comprendre les tensions entre les jeunes et les policiers et les jeunes et les habitants, il y a des indices très intéressants laissés dans les archives. Abdelali Ajat a montré qu'on a mis ensemble les immigrés algériens et leurs enfants, les pieds noirs, les harkis, dans tout l'Est lyonnais, la Grapinière, Vaux-en-Velin, etc. Et il y a une anecdote que j'ai trouvée extrêmement intéressante. Elle ne dit pas tout, mais elle dit beaucoup. Où, dans un procès verbal de police, on a un habitant de ces quartiers qui est d'origine pied-noir, qui conteste l'attitude de ces jeunes qu'on a appelés beurs, en disant, vous comprenez, quand on les croise, ils baissent pas la tête. Ils baissent pas la tête. Parce qu'effectivement, dans l'Algérie coloniale, pas tous, mais une partie, il y avait une telle violence coloniale que les Algériens devaient baisser la tête. J'ai plus en tête, j'ai lu une autobiographie géniale d'une femme qui racontait comment elle a vu dans un village un colon devant elle tuer à l'arme blanche un Algérien qui lui avait mal parlé. C'était d'une extrême violence. Et c'est vrai qu'on peut considérer que, même si aujourd'hui c'est 60 ans plus tard, à mon avis, il faut historiser tout ça, en tout cas, le moment de la marche des beurs est si important parce qu'effectivement, ces enfants d'immigrés, et eux-mêmes le disent, nos parents baissaient la tête, courbaient les chines, nous, on relève la tête, on regarde droit dans les yeux les gens, parce que nous sommes de France, et nous sommes français, nous sommes, comme le dit très bien Jamel Debbouze, nous sommes des Iciens, des gens d'ici, on n'a plus de nom, on ne veut pas être appelé marocain, franco-marocain, etc. On est d'ici, on y reste, c'est notre pays, c'est la France, on ne pourra pas dire ça, voilà, ce que dit tout le temps Zidane quand on interviewe. Alors, Zidane, alors, vous sentez français ou vous sentez algérien? Je suis marseillais. Hein, c'est la seule façon de se défaire de cet enfer d'injonction d'appartenance identitaire. Là, tous les journalistes qui pèquent sur le sentiment d'identité, comment vous vous sentez, ben, les gens font comme ils peuvent. Merci. Bonsoir et merci. Je voudrais connaître la définition du mot race telle que vous l'entendez. Est-ce une définition sociologique ou alors une définition biologique ? Pour ma part, je ne donne pas de définition. J'analyse les usages du mot. C'est pour ça, les usages d'une catégorie. Donc, c'est justement parce qu'il n'y a pas... Aujourd'hui, même les partisans, nos collègues sociologues qui sont partisans qu'on réhabilite ce mot « race », évidemment, ils sont les premiers à dire ça n'a pas, c'est pas un sens biologique. C'est un construit social. Voilà. Mais c'est un construit, pour eux,
il faut réhabiliter le mot race parce que ça existe dans les représentations, c'est-à-dire dans le regard qui est porté sur une certaine catégorie de personnes. Leur couleur, leur apparence physique les marque, les identifie. Donc le mot race sert, dans leur perspective, à... voilà, c'est la définition qui est donnée. Ce n'est pas la mienne, hein. Moi, je ne me mêle pas de cela. Je pense que quand on regarde... Je vais encore revenir sur l'étude que j'ai faite sur le clown chocolat. Même à cette époque-là, moi, j'ai analysé la réception de ces spectacles. Eh bien, il y a des gens qui ne voyaient pas sa couleur de peau. Peux-tu juste dire la période parce que... C'est à la belle époque. Hein, c'est à la belle époque. Parce que les gens regardaient... c'est le premier artiste qui a présenté à un public français la culture gestuelle des esclaves africains-américains, si vous voulez, de Cuba. Il était de Cuba. Les Français, avant Joséphine Baker. J'ai dit toujours que le pauvre Chocolat il était victime du succès de Joséphine Baker, alors qu'il a vécu avant, bien avant elle. Il est mort en 1917. Et donc c'est lui qui, dans sa gestuelle, parce qu'à l'époque, dans les cirques, c'était aussi des music-halls, etc., voilà. Et donc, il faut vraiment regarder de près la perception qu'on peut avoir d'une personne. Elle peut varier entre les personnes qu'on connaît, mais tout le monde a fait cette expérience-là. Vous savez, c'est le cas du gars qui raconte, qui dit « j'aime pas les Arabes, mais sauf le gars qui connaît, quoi ». Parce que la familiarité, quand on est familier de quelqu'un, on le voit différemment que quand il est représenté. Donc c'est aussi toutes ces dimensions-là qui comptent. Donc c'est pour ça que on ne peut pas avoir une définition globale comme ça. Alors, sauf si elle est juridique. Elle est juridique, comme aux États-Unis, il y a une catégorie. C'est l'État, c'est le droit qui l'a fixé comme ça. Que les gens la partagent ou pas. C'est comme quand on dit qu'est-ce qu'être français ? C'est la même chose. Vous avez constamment des débats. Est-ce que c'est le sentiment d'appartenance ? Là, on nous a fait beaucoup de choses là-dessus pendant des années, le sentiment d'appartenance. Mais enfin, franchement, moi, j'ai jamais eu ce sentiment. Ou quand je l'ai, c'est quand je regarde un match de foot, peut-être la finale de la Coupe du Monde de football. C'est conjoncturel, c'est souvent des moments. Ce n'est pas des états, ce n'est pas des identités. Vous voyez ? Donc là, il ne faut pas confondre l'identité et l'activité, l'action des gens. Donc les gens, c'est la liberté qu'on a de pouvoir aussi se définir de façon différente selon les moments. Et le gros problème des catégorisations, c'est justement qu'on risque d'enfermer des gens dans des appartenances obligées. Alors il y en a des appartenances obligées. La nationalité, c'est une appartenance obligée. C'est la nationalité, elle est juridique. Quand on dit qu'est-ce qu'un Français, on peut le définir juridiquement par des critères donc, qui sont le droit du sang, le droit du sol, etc., etc. Et c'est très important pour nous. Parce que si vous n'avez pas la nationalité française, vous savez ce qui arrive à tous ces migrants qui sont renvoyés, exclus, enfin tout le drame. C'est l'un des drames majeurs aujourd'hui. Et c'est aussi une des dimensions sur laquelle je veux insister. C'est que le problème aussi de toutes ces polémiques constamment sur la race pour des mots de travers, etc., comme l'affaire qu'a présentée Stéphane, risque parfois de nous faire oublier les choses essentielles dans les formes de discrimination qui existent aujourd'hui, construites sur la nationalité. Et là, on a eu tout un débat, parce que moi j'ai beaucoup travaillé là-dessus, sur le droit de la nationalité, les formes d'exclusion qui sont liées au fait d'avoir ou ne pas avoir la nationalité française, etc. Et on a l'impression que tout ça est un peu occulté avec donc la question de la couleur de peau. Il y a des sociologues, il y a des historiens, mais il me semble que les humoristes sont des gens aussi qui sont souvent très sociologues. Là, il se trouve qu'il y a la série là, En place de Jean-Pascal Zadi. Et il a fait il y a 2 ans ce film que j'ai trouvé extraordinaire qui s'appelle Tout simplement Noir. Donc pour ceux qui n'ont pas vu ce film, il est en streaming. C'est un film. Donc Jean-Pascal Zadi, il est d'origine, je crois, ivoirienne. Voilà, il est grand, il a fait du foot, il est très noir de peau, il a eu des dents en avant, il dit il n'avait rien pour lui. Et il a raconté comment il s'est construit en luttant contre tous les stigmates, à la fois physiques et corporels qu'il pouvait avoir. Et il a développé un humour extraordinaire. Et dans ce film, Tout simplement Noir, il met en scène justement toutes les différentes manières d'être et de se vivre noir. Là aussi, voilà, je trouve que c'est des outils aussi de pensée. Bonsoir. Vous avez évoqué tout à l'heure la politique des quotas. Et je voudrais savoir si en sciences sociales, il y a eu des études qui ont démontré des effets soit positifs et ou négatifs de ces politiques en France. Et est-ce que ces politiques de quotas existent aussi à l'étranger, notamment aux États-Unis ?
Je me permets juste de dire que j'ai pas parlé de politique des quotas, j'ai mis entre guillemets, que j'ai pas dit le guillemet, l'affaire des quotas, qui n'est pas une politique des quotas. Mais je comprends votre question. Effectivement, comme vous le savez sans doute, pour lutter contre les discriminations qu'on appelle parfois systémiques, raciales, il y a une politique qui a été inventée en partie aux États-Unis de discrimination positive. Pour essayer de contrer ces mécanismes-là, eh bien, on va ouvrir davantage l'université aux étudiants afro-américains, aux étudiants qui subissent des discriminations. Alors, c'est un grand enjeu de débat très politique aux États-Unis, bien sûr, parce qu'une partie de l'académie, on va dire des académies, certains sociologues américains ont dit, mais finalement, cette politique-là, elle ne valorise pas le mérite, elle promeut des gens qui n'ont pas les compétences et qui ensuite dans leur carrière se trouvent mal à l'aise. Donc en France, on n'a pas pour l'instant, on n'a pas promu ce genre de politique. C'est pas inscrit dans la loi. On pourrait dire aujourd'hui à la place, on a incité, pourquoi pas d'ailleurs, les entreprises à ouvrir leur public à ce qu'on a appelé la diversité. Et avec aussi, là, les économistes peuvent être intéressants. J'avais lu récemment, il y a 6 mois dans Le Monde, d'un économiste qui montrait que une diversification sociale et ethnique des recrutements dans les grandes entreprises permettait des confrontations de points de vue différents, des ouvertures culturelles différentes et, in fine, ce qui est bien sûr très important pour les économistes, une hausse de la productivité et du rendement. Oui, bonjour. Je voudrais vous entendre, j'aimerais bien vous entendre sur la thématique que vous avez évoquée précédemment, sur les rapports entre journalistes et sciences. Et ma question, c'est ne pensez-vous pas que les sciences sociales sont, ne serait-ce qu'en partie, un peu responsables de cet état de fait, du fait, disons, de l'évolution des démarches scientifiques dans la plupart des sciences sociales et en particulier en sociologie? Je suis d'accord avec vous. Si vous voulez, le problème des sciences sociales, ça par exemple Pierre Bourdieu y insistait souvent, c'est que si vous êtes vraiment sociologue, vous devez comprendre qu'il n'y a que des rapports de force qui peuvent peser sur les choses. Donc Bourdieu disait souvent qu'il fallait créer un intellectuel collectif. C'est-à-dire qu'il fallait que les sociologues, mais plus largement, c'est vrai aussi pour les historiens, etc., que les sciences sociales, qui sont en position particulièrement difficile, étant donné qu'on est obligé d'utiliser le langage courant, mais pour dire des choses différentes que ce qui se dit dans l'actualité, etc. La seule manière, c'était donc de créer une sorte de contre-pouvoir collectif. Or, ça ne s'est jamais fait. Ce grand rêve que Durkheim partageait déjà à la fin du XIXe siècle d'un intellectuel collectif n'a jamais réussi à se faire parce que nos métiers sont des métiers, au fond, très individualistes. Et donc, il y a ce problème de la difficulté de créer du collectif pour résister. L'autre dimension que j'ai constatée, moi, c'est aussi l'évolution des médias liée à l'éruption des réseaux sociaux. Je pense qu'il y a eu une évolution, et on l'aborde dans le livre aussi. C'est pour ça qu'on pense que ces questions de racialisation, elles se sont vraiment développées au milieu des années 2000, qui correspond à la fois à l'affaire des banlieues, là, et puis aussi à l'apparition des réseaux sociaux qui ont pris une importance de plus en plus grande et finalement où une partie des chercheurs en sciences sociales sont intégrés dans le jeu. C'est quand même frappant. Moi, j'ai vu l'évolution par rapport au début de ma carrière, où en gros les médias ignoraient les sociologues, où c'était plutôt mal vu. Et aujourd'hui, eh bien, tous les jours, il y a une recherche de l'expertise, puisque les journalistes, aujourd'hui, il y a toute une évolution du journalisme où il faut décrypter l'actualité. Et si on fait venir un universitaire, ça donne un côté sérieux. Mais ce qu'on demande à l'universitaire, c'est de commenter l'actualité. Aujourd'hui, je dis dans nos démocraties, on peut tout dire, parce que le pouvoir, il tient dans les questions. C'est ceux qui maîtrisent les questionnements qui ont le pouvoir. Et nos questions, elles ne sont pas... on n'arrive pas à les faire passer comme des questions reprises en compte par l'ensemble. On est toujours obligé... Alors, toute notre stratégie, ça va être de ruser.
Si on veut passer à la télé, alors je ne veux pas généraliser, on pourrait entrer dans les détails, il y a des émissions où on nous laisse plus de temps, etc., etc. Mais très souvent, quand même, on va ruser, on va dire oui, on va partir d'une question d'actualité pour essayer de faire un détour et de parler de ce qu'on fait, etc., etc. Mais donc, il y a aujourd'hui, je trouve que effectivement une certaine responsabilité, mais c'est un problème très compliqué au fond. Très souvent, on se pose la question, toi-même tu as une expérience encore récente par rapport à CNews, est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas? Vous voyez, quelle émission on choisit ou comment on va réagir, comment on va... ça s'est posé tout particulièrement dans le domaine sur lequel je travaille par rapport à Éric Zemmour. Hein, parce que les polémistes comme Zemmour, ils savent bien que l'impact qu'ils auront, ce ne sera pas dans le sérieux de ce qu'ils racontent. Hein, mais c'est dans une rhétorique qui va faire en sorte qu'une partie du public va s'identifier à ce qu'ils disent. Donc si nous, on y va avec nos gros sabots d'enseignants-chercheurs et qu'on fait une leçon d'histoire, ça se retourne contre nous. Parce que dans le public qui va suivre ce genre de polémistes, ils vont dire, regardez, c'est encore le prof qui vient nous faire la leçon. Pour qui il se prend? Pour qui il se prend? Ces élites, etc. Et comme le populisme se nourrit de ça, on est perdant à tous les coups. Ce qui manque à la sociologie, et là je rejoins votre question qui est très importante, c'est que voilà, il faudrait, j'écrivais justement à un copain aujourd'hui qui est au CNRS, je disais, il faudrait imposer un cursus de philosophie des sciences et d'épistémologie des sciences dures dans les sciences sociales, pour que les sciences sociales, nos jeunes étudiants comprennent ce que c'est que l'épistémologie, la preuve, l'administration de la preuve. On est des scientifiques, on n'a pas la rigueur, parce qu'on n'a pas la capacité d'expérimentation des biologistes, des physiciens, ni les très logiques des mathématiciens, mais on doit faire science, c'est ce que disait Durkheim, il appelait ça la science sociale. Donc votre question est très juste, parce que je pense qu'effectivement, il y a une dérive aujourd'hui en sociologie. On ne durcit, la science n'est pas assez dure, à mon avis, et parce qu'on a très largement abandonné les statistiques. Donc je ne dis pas que la statistique est reine, mais la sociologie marche sur deux jambes. La jambe statistique, la jambe ethnographique. Il faut savoir, la première chose que Baudelot apprenait aux étudiants à l'ENS, c'était il faut déjà mesurer les faits sociaux. Il faut déjà mesurer. Aujourd'hui, dans la société française, les problèmes principaux, c'est bien sûr les questions des revenus, la retraite, les logements, voilà, ce qu'on appelle, nous, les fondamentaux de la vie sociale. Et c'est ça, moi, qui m'inquiète. Votre question m'interpelle parce que je pense qu'effectivement, j'avais fait un texte il y a longtemps dans une revue de sociaux en disant, voilà, j'avais pointé les angles morts de la sociologie française, mais il y a des choses sur lesquelles on ne travaille pas. Voilà, on a très peu de thèses sur, par exemple, quelque chose qui peut être aussi important ici à Montpellier, 40 ans d'évolution de la paillade. On n'a aucune thèse sérieuse sur l'évolution du peuplement dans les ustes ou dans les anciennes ZUP. C'est quand même fondamental. Moi, j'ai fait une enquête de terrain, les Benoumis, je sais juste par eux qu'effectivement, là où ils habitaient, les immigrés classiques comme eux, algériens, ont quitté la cité, ils sont allés acheter une maison à 5, 10, 15 km, immigrés stables, algériens, les enfants aident, pareil pour les Turcs, j'ai fait un bouquin avec Pialou sur les meutes urbaines, j'ai fait un entretien génial avec une famille turque, une fille turque qui me dit, voilà, nos parents, c'est invivable, la cité HLM, on est 6 enfants, on s'est cotisé, on a acheté une maison à 5 km à nos parents. Voilà, ça serait à mesurer. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Qui remplace ces immigrés stables aujourd'hui dans les cités HLM? Pour comprendre la dégradation des relations sociales à l'intérieur d'un certain nombre de cités HLM, il faudrait pouvoir mesurer et faire ce qu'on appelle en sociologie durkheimienne la morphologie sociale des cités HLM. Or, pour des raisons bureaucratiques, les sociologues ne peuvent plus travailler sur des chiffres de ce type. Or, c'est fondamental. On manque cruellement, dans plein d'endroits, on manque cruellement de données. Ce que je voulais juste ajouter, c'est aussi parce que c'est aussi une dimension du livre, et je dirais que ça a été peut-être pour nous le côté le plus douloureux du livre, c'est que donc des collègues dont nous étions très proches, notamment je pense à Éric Fassin, un ami personnel pendant très longtemps, eh bien, a pris une démarche justement qui visait à supprimer toute différence entre la démarche sociologique et la démarche politique, et donc à multiplier les blogs sur Mediapart ou les articles dans Le Monde qui étaient toujours des commentaires sur le racisme systémique, etc. Et donc ça donne l'idée sur un certain nombre de gens que finalement la sociologie c'est une forme d'engagement politique, voilà, à gauche ou à extrême gauche, et ça nuit effectivement à nos disciplines. Donc c'était aussi une des raisons pour lesquelles on a fait ce livre. Il faut montrer, attention,
nos disciplines. C'est pas ça, parce que ça se retourne contre nous après, parce que ce discrédit de la sociologie va être pris par les conservateurs, etc. Voilà, pour discréditer aussi nos recherches. Chez les végétaux, on parle de variété. Chez les animaux, alors je vais prendre les vaches, je ne vais pas prendre les chiens parce que ça risque d'être mal pris, mais on parle de charolais, de montbéliarde. Ça choque personne. Dès qu'on parle des hommes, l'homo race, on est quand même un peu animal, est banni. Banni maintenant. Et alors tout à l'heure, vous parliez de la différence entre les États-Unis et la France, où justement, moi, quand je suis allé aux États-Unis, j'étais d'abord très étonné qu'on me demande si j'avais été au Parti communiste. Et puis, on m'a demandé la couleur de ma peau. Et j'ai refusé de dire que c'était olivâtre, parce que c'est un des choix qui est proposé. Donc, il y a des extrêmes aussi aux États-Unis. Je ne veux pas dire qu'il faudrait restituer ces extrêmes en France, mais il y a des contournements. Vous disiez que on ne pouvait pas parler de race selon la couleur de la peau, mais indirectement, le nom de la personne est utilisé pour faire ces classifications sociologiques et ethniques. Donc, il y a une sorte d'hypocrisie en France où on refuse d'une certaine façon de prendre en compte des critères qui sont objectifs sous prétexte qu'il y aurait des détournements après à la Zemmour. Alors, je suis d'accord, je ne suis pas zémourien, loin de là. Mais je pense qu'il y a un contournement et une fuite d'une réalité qui, moi, me met très mal à l'aise. Alors, je me permets de répondre, mais merci pour cette remarque. Je comprends bien l'intention. J'aurais un petit bémol par rapport à ça, en disant que, par exemple, si on regarde de près les enquêtes statistiques, vous savez sans doute que les statistiques dites ethniques en France sont interdites, mais, tout est dans le mais vous avez des enquêtes qui permettent de construire des catégories, entre guillemets, ethniques, notamment l'enquête emploi depuis 2001. La plus belle enquête statistique de l'éducation nationale, c'est le panel de la DEB qui permet de suivre entre 10 000 et 20 000 élèves sur 8 ans à 10 ans de la 6e jusqu'à la terminale. Le panel de la DEB depuis 97, le panel 97, permet d'introduire justement ce que vous dites, à savoir remarquer effectivement que les carrières scolaires des enfants d'immigrés asiatiques, maghrébins, d'Afrique subsaharienne sont différentes. Dernière enquête très belle publiée dans un article de Yael Brindbaum dans la revue Éducation et Information en ligne, une revue du ministère que personne ne lit mais qui est très intéressante. Et elle montre que voilà, 92% des filles d'origine asiatique, 89% des garçons sont bacheliers aujourd'hui d'un dernier panel. C'est de loin le résultat le plus élevé, plus que les enfants de parents français, où là c'est 85 pour les filles, 75% pour les garçons. Et pour l'Afrique subsaharienne, c'est 81% pour les filles, 64% pour les garçons. L'écart est le plus important pour les jeunes d'origine subsaharienne. Donc je pourrais multiplier. Donc ce que je veux dire, c'est que je comprends votre remarque, mais que si on regarde de près les travaux des sociologues et des enquêtes statistiques, fort heureusement, grâce justement à la mobilisation de statisticiens, on a une belle statistique publique en France, j'espère que ça va durer, ils se sont mobilisés pour faire en sorte que de temps en temps, la CNIL permette ça. Exemple, François Héran l'a raconté, dans l'enquête Théo, Trajectoire Origine, qui est la grande enquête de l'INED, 2008, aujourd'hui 2019, on attend encore les travaux, les résultats. Cette grande enquête, elle est construite entièrement à partir des catégories ethniques et c'est une des rares enquêtes de la statistique publique où on peut connaître l'attachement à la religion, si les gens ont une religion et s'ils lui accordent de l'importance ou non, parce que François Héran, qui était directeur de l'INED, est allé en personne négocier à la CNIL pour imposer la possibilité de poser cette question sur la religion. Et bien sûr, c'est important parce qu'un des très beaux tableaux dans un article de Hugues Lagrange, on s'aperçoit que les enfants d'immigrés, de parents tous les deux immigrés, notamment musulmans, qui sont maghrébins et turcs, quand ils habitent en ZUS, ils sont beaucoup plus nombreux à déclarer accorder de l'importance à la religion, alors que ceux qui habitent hors ZUS,
c'est beaucoup moins. C'est des résultats intéressants. Donc, je fais un petit modulo par rapport à ce que vous avez dit. C'est pas, voilà, la France n'est pas aveugle entièrement à ces questions-là. Du côté des sciences sociales, du côté des sociologues, il y a tout un travail de longue haleine qui est mené pour contourner c'est le thème que je reprends, le thème que vous utilisez, contourner la législation pour dire voilà, on a besoin quand même pour comprendre la société française de voilà, on a 25%, c'est un chiffre de l'INED, 25% aujourd'hui en France des habitants de France, 25% est composé d'immigrés et d'enfants d'immigrés, un quart. Hein. Donc c'est pas bien sûr le grand remplacement, mais ça montre quand même que c'est un chiffre assez important. Et bien évidemment, si on fait des sciences sociales, on doit s'intéresser à ces chiffres et à prendre en compte ces données. Bonsoir. Je vais peut-être vous faire plaisir, Monsieur Beau, parce que faute de temps, j'ai simplement lu la 3e partie, donc qui concerne le foot. Et avant cela, je voulais faire une parenthèse par rapport à la marche des beurs. Vous sembliez très complaisant, alors qu'en fait, finalement, j'ai l'impression que le résultat, ça a été Harlem Désir qui venait de débarquer, et tous les acteurs qui étaient là au départ ont été écartés. Et ça a été politisé et repris par le Parti socialiste. En tout cas, c'est que ma petite analyse sans être ni sociologue ni historienne. Pour en revenir au foot, je m'intéresse aux questions de territoire et je ne comprends pas pourquoi la sélection s'est faite beaucoup en région parisienne, en banlieue parisienne, alors que finalement, des banlieues, il y en a partout en France. Et deuxième question, j'habite dans un immeuble qui jouxte le Petit Bar. C'est un quartier de Montpellier où il y a beaucoup de personnes ou d'origine marocaine ou marocaine. Et en fait, il y a un gamin du quartier qui, je ne me souviens pas son nom, mais qui est une star du rugby. Mohamed Aouas. Merci, Mohamed Aouas. Et en fait, il n'y a pas longtemps, alors pardon, je suis très approximative, mais il y avait un beau match, une belle finale. Il a gagné, ils ont gagné, et aucun bruit dans le quartier. Et j'arrive pas à me l'expliquer. Là, je me transforme en expert. Non, juste par rapport à la question de complaisance, par rapport à la marche des beurs, bon, je suis pas d'accord avec votre analyse, mais c'est pas grave. En fait, j'ai en tête un très long entretien que j'ai fait avec un jeune qui s'appelait Abdel à Bagnolet, qui a participé à cette marche. Et je me rappellerai de cet entretien passionnant. Et il me disait, mais tu te rends pas compte, à l'époque, moi, beurre, j'aimais bien ce mot-là. Voilà, je voulais pas être défini comme arabe, algérien, beurre, voilà, donc je pourrais développer longuement. Et dans les effets sociaux de la marche pour l'égalité, je pense qu'il n'y a pas que la question de la récupération, mais peu importe. Par rapport à votre question sur voilà, dans le livre blanc du football après Naïsna, 2010, une source interne a montré que, de la Fédé, a montré que 60% des joueurs qui sont en centre de formation en France, c'est-à-dire à Sochaux, à l'OM, à Bordeaux, au Havre, à Metz, etc., 60% viennent des cités de la banlieue parisienne. Est-ce qu'il y aurait un gène parisien, francilien du football? Non, c'est tout simple. Il y a une forte concentration, et moi, je me rappelle, j'ai joué au foot. Je n'étais pas un bon joueur, mais j'ai joué au foot en Bourgogne. Et je me rappelle, quand on allait jouer à Paris, on se prenait toujours des tôles, pas possible. En Bourgogne, on était un peu les rois du pétrole, on était une bonne équipe. Mais dès qu'on arrivait, on se prenait des tôles incroyables parce que le niveau de jeu était incommensurable. Donc, un truc tout bête, la concentration de très bons joueurs en région parisienne a un effet écologique majeur. C'est que voilà, quand vous jouez toutes les semaines avec des très très bons joueurs contre des très bonnes équipes, le niveau des footballeurs parisiens, franciliens, parce qu'à Paris on ne joue pas au foot, franciliens, est beaucoup plus élevé. C'est presque mathématique. C'est un effet écologique très fort, très très fort. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, et ça c'était montré aussi par plein d'enquêtes, la grande difficulté. Qu'est-ce que font les joueurs parisiens? Pourquoi ils vont au Havre? Pourquoi ils vont à Metz? Pourquoi ils vont à Sochaux? Parce que la seule façon pour eux de réussir, c'est de se couper du quartier. Pogba est allé jouer au Havre. La plupart des joueurs, qui étaient Roissy-en-Brie, se mettent 100, 200, 300 km. Et ils ne vont pas au PSG, justement. Ils vont très souvent loin pour être coupés de leur base, pour être focus sur leur activité footballistique, qui est très importante.
Et sur Mohamed Aouas, c'est tout simple. Je pense que tout simplement, aujourd'hui, la culture rugby est une culture qui n'a pas beaucoup diffusé dans les cités HLM, qui restent plutôt branchées foot. Et le rugby ne les intéresse pas. Aujourd'hui, ce qui intéresse les jeunes de cité, c'est à la fois le foot et de plus en plus le basket, notamment le 3-3 qui monte beaucoup. Merci beaucoup Stéphane Beau et merci Gérard Noiriel. Un grand merci aussi, et je vous demande de les applaudir, à l'équipe de Desel qui a assuré l'interprétariat en langue des signes ce soir.